Salut les amis, c'est Gladouane. Bienvenue dans ce nouveau format de podcast. Aujourd'hui, je vous propose une interview, les neurosciences, quel l'intérêt pour le sportif de haut niveau retraité. Pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir le formateur en neurosciences appliquées, Roméo Cornal. Bonjour Roméo. Qu'est-ce que les neurosciences appliquées? Alors, les neurosciences, c'est très simple, hein. Les neurosciences, c'est tout simplement l'ensemble des sciences qui étudient le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Ce n'est que ça. Après, effectivement, appliquer pourquoi? Donc, appliquer en l'occurrence à l'appliquer à l'accompagnement des personnes. Parce que mon métier, c'est ça. Mon métier à la base, c'est d'accompagner les personnes. Et je me suis intéressé effectivement aux neurosciences parce que cette discipline me donne des réponses que je n'ai pas ailleurs. Lorsqu'on sait comment fonctionne un corps, on est tous dans un corps, on vit dans un corps. Lorsqu'on sait comment il fonctionne, on sait beaucoup mieux justement l'appréhender et on sait beaucoup mieux atteindre nos objectifs. Alors, puisqu'on parle des sportifs, je pense que les sportifs savent bien justement ont bien cette notion d'atteinte d'objectifs. Et pour le coup, que l'objectif soit sportif ou pas, du moment que l'objectif est humain, les neurosciences ont un très très grand intérêt parce qu'encore une fois, lorsqu'on connaît la machine, on fait des choses plus intéressantes avec. Quelle est la vision des neurosciences concernant le sportif de haut niveau ou encore le sportif professionnel, hein? J'inclus les deux. Alors, le sportif de haut niveau, le sportif professionnel, je vais regarder ça comme étant un biotempérament particulier. Alors, on dit biotempérament en langage scientifique, mais en langage courant, ça s'appelle une personnalité, tout simplement. Une personnalité, c'est l'ensemble en fait de nos traits de caractère, d'accord? On a des traits de caractère, hein, on sait tous ce que c'est. Maintenant, si je décompose en fait ces traits de caractère, les traits de caractère sont un ensemble justement de tempéraments. Mhm. D'accord? Un tempérament, c'est un ensemble d'humeurs que l'on maintient dans le, d'accord? Je peux être d'humeur exécrable, d'humeur joyeuse, d'humeur tout ce que tu veux. C'est un ensemble d'humeurs. Maintenant, c'est quoi une humeur? Une humeur, c'est un ensemble d'émotions, absolument. C'est un ensemble d'émotions que l'on maintient dans le temps. Une émotion, c'est quelque chose qui passe, d'accord? Si je maintiens l'émotion, ça me donne une humeur. Si je maintiens cette humeur, ça me donne justement un tempérament. Si je maintiens ce tempérament, ça me donne un trait de caractère qui me donne une personnalité. Donc, si je reviens en fait à l'émotion, à la base de tout, il y a l'émotion. Maintenant, qu'est-ce qu'une émotion? D'un point de vue purement neuroscientifique, ben, c'est de la matière, c'est de la biologie. Une émotion, c'est pas du tout quelque chose C'est chimique. de vaporeux, c'est chimique, c'est concret, c'est de la matière. C'est pas de la vibration, c'est pas un truc, D'ailleurs, c'est c'est pas, mesurable, hein, voilà. dans le sang, hein, en Ah, ça fonction se de mesure complètement, son ça se mesure de complètement. l'ivresse. Ah, bien évidemment, parce qu'en fait, ça va correspondre en fait à des hormones, en fait. Ça va correspondre à ce qu'on appelle des neuropeptides et des neurotransmetteurs. Donc, ce sont des choses que l'on déclenche finalement, que l'on soit joyeux, que l'on soit triste, que l'on soit en colère, que l'on soit déçu, on a le trac, par exemple le trac. Justement, c'est un ensemble. Le trac qu'on peut ressentir avant la compétition, c'est justement une neurochimie qui se met en place et qui Mhm. aura d'ailleurs des répercussions sur le fonctionnement même du corps. D'accord? Donc, en réalité, un sportif de haut niveau, c'est une configuration neurochimique particulière pendant sa carrière. Ouais, qui se Et c'est déclenche ça au qui est fur et à particulier. mesure. Comme tu parlais de TRAC, le TRAC, on pourrait plutôt l'associer au cortisol. Le cortisol qui Hmm. est par défaut, on va dire, L'hormone du stress. l'hormone du stress, de survie, parce que il y a un danger Ouais. et je génère de cortisol. Et j'imagine un sprinter au départ d'un 100 mètres, voilà, il a énormément de cortisol dans le corps parce qu'il a besoin Hmm. d'adrénaline pour sortir, exploser C'est en ça. starting block. Donc, c'est vrai qu'un humain est déjà un ensemble d'émotions, mais alors un sportif de haut niveau, c'est décuplé, hein. C'est des paliers, C'est, il vit des hauts, des très hauts et des très bas que oui, Madame Michu va un peu moins ressentir. Voilà. Moins en, fréquemment. en vrai, c'est une race à part. En vrai. Moi, tu sais, j'estime qu'un sportif de haut niveau, et c'est ma vision et ma définition, c'est comme un artiste. Son corps, c'est son instrument, c'est son moyen d'expression. C'est ça. Et il y C'est a une autre complètement ça. différence, et qui est notable, selon moi. Un sportif de haut niveau sait il a une obsolescence programmée, hein. Il va devoir Oui. s'arrêter à un moment donné, Oui. alors que certains artistes le disent et le chantent, hein. Moi, je veux mourir sur scène. Puisqu'on parle du deuil de sportif de haut niveau dans ce podcast, Hmm. et j'ai envie de connaître la position des neurosciences vis-à-vis du deuil. Comment le deuil est-il vu par les neurosciences? Alors, on va parler de deux choses. On va parler du deuil.
On va parler du deuil du haut niveau. En vrai, parce que justement, comme on a dit que un sportif de haut niveau, c'est une race à part, je veux dire biologiquement, il y aura forcément quelque chose qui sera à part lorsqu'il faudra faire justement le deuil de cette personnalité-là, de cette race-là. Mais pour comprendre, c'est quoi un deuil d'un point de vue purement neurologique? Si je prends le cas classique, je vis avec mon chat et mon chat se fait vieux, il meurt. D'accord? Lorsqu'on fait le deuil, on est forcément contraint de modifier notre rapport en fait à l'objet de notre deuil. Puisque je vis avec un chat, je prends l'exemple du chat parce que c'est plus mignon. Je vis avec un chat, je vis Je avec un n'aime pas chat les pendant un chats, hein. certain nombre de Je n'aime pas temps. cet exemple, mais enfin, je ferai Ah, avec tu tout prends ce avec? qui est des chats. Voilà. On peut faire les chiens, on peut faire les ratons laveurs, on peut faire les poissons rouges. Moi, j'avais un hamster et mon hamster est mort et j'étais très triste. Voilà, donc on va prendre le Et ma hamster. maman m'a dit qu'il n'est pas entier acheter le pain. Excellent. Ça c'est les contournements que mettent en place les parents, c'est absolument génial. Lorsque tu vis finalement avec ton hamster, tu échanges des informations avec. Et les informations que tu échanges, bon, tu le regardes, tu le câlines, tu joues avec, etc., etc. Et en fait, du coup, la présence de cette entité dans ta vie déclenche un certain nombre de choses, déclenche une relation, déclenche des habitudes, etc. Et l'idée que, Complètement, l'ocytocine aussi, l'attachement, l'amour que tu as. complètement, Oui, l'affection, parce qu'on a dit effectivement que les émotions, c'est des hormones, c'est de la neurochimie. Donc, l'affection, la tendresse, le simple fait de penser en fait à quelqu'un ou à quelque chose. Donc, ça provoque effectivement des choses. Mais l'idée, c'est que ce comportement, lui, il nous amène un retour. Puisque lorsque je vais rentrer et que je vais voir mon hamster, je m'attends à ce qu'il soit là, il est là. Et il jouerait donc un échange. L'idée, c'est que lorsque ce hamster il n'est plus là, il va chercher le pain et puis il est resté finalement chez la boulangère. L'idée, c'est que j'ai toujours le même élan, la même affection pour, mais sauf que je n'ai pas de retour. Et donc, ça va créer des phénomènes de frustration, des phénomènes de manque. Et donc, en vrai, un phénomène puisqu'on parle de manque, on va parler d'un phénomène de sevrage. tout à fait. Neurologiquement, on parle de sevrage. C'est ce que je D'accord? disais au même titre qu'un drogué. Voilà, de voir se Complètement. soucier d'une substance auquel on est habitué, dont on a besoin. Complètement. Voilà, et ça, Alors, pour aller plus classiquement aussi, un chagrin d'amour. J'aime quelqu'un, la personne est partie, j'ai bien envie de sûr, voir la personne et je ne bien veux plus sûr. la voir. Ben, j'ai un sentiment de manque et de sevrage. Bien sûr, bien sûr. Et c'est là qu'il est important de dire que l'attachement, en tout cas, il y a deux choses hein, en neurosciences. On parle d'attachement et d'affection. L'affection, personne ne sait ce que c'est, donc on va même pas en parler. C'est un truc, c'est un machin, c'est là, mais personne ne sait ce que c'est. Mais par contre, l'affection, mais par contre, l'attachement, là, on peut théoriser sur l'attachement. L'attachement, en fait, va se manifester, si tu veux, par des charges de dopamine. Tu sais, ce neurotransmetteur tellement important, justement, qui nous met, surtout pour un sportif. Parce qu'en fait, l'envie qu'on a de gagner, la motivation, c'est des décharges de dopamine énormes, en fait, dans le système nerveux. Et donc, l'idée, c'est que cette dopamine-là, en vrai, encore une fois, elle attend un retour. Mais si justement, le jour où il n'y a plus le retour, là, on va tomber dans des choses différentes, frustration, manque, etc. Et c'est pour ça que je parle de sevrage. Et je veux dire une chose, je veux vraiment que les personnes, les auditeurs de ce podcast retiennent une chose. On n'est jamais accro à une personne. On n'est jamais accro à une substance. On n'est jamais accro à un comportement. On est accro à la neurochimie qu'elle provoque. Tout à On est fait. accro à la décharge dopaminergique qu'elle provoque dans le corps. À tel D'accord? Je point sais que que ça peut paraître curieux, hein, ça mais ne l'est il pas parce faut que vraiment le temps. finalement, quand tu arrêtes le sport et que tu ne déclenches plus la biochimie dont tu avais l'habitude et que tu vas trouver des réponses dans des drogues, etc., la preuve que tu n'étais Oui, pas accro au sport, tu étais accro à cette biochimie, à l'homéostasie qu'avait créé ton corps. Et du coup, tu vas chercher la réponse, peu importe la réponse, mm. il t'en faut une. Sauf que justement, il faut le dire parce que je ne sais pas si les personnes qui sont accros sont conscientes qu'elles ne sont pas accros à ce à quoi elles pensent. Je ne sais D'accord. pas si lorsqu'un sportif arrête sa carrière, que cet arrêt soit volontaire ou pas. Je ne sais pas s'il se rend compte qu'en réalité, il n'est pas accro à sa carrière.
Ah non, mais Il est accro à la neurochimie que ça fait. Et c'est pas du tout pareil, hein. si je traduis en version bon, l'amour, parce que tout le monde peut comprendre, hein, l'amour, c'est-à-dire que Bertrand est parti, il m'a laissé. Je ne suis pas accro à Bertrand, je suis accro à la chimie que Bertrand générait chez moi. Complètement. Lorsqu'on fait un deuil, en réalité, on fait toujours 3 deuils. Et il y en a toujours un qu'on oublie, en vrai. Donc, que ce soit d'une personne, que ce soit d'une situation, d'une carrière, de tout ce que tu veux, on fait donc le deuil de l'objet de son deuil, on fait Okay. le deuil de la relation qu'on a avec. Et c'est pas du tout la même chose. Faire le deuil de quelqu'un et faire le deuil de la relation avec quelqu'un, c'est pas du tout la même chose. Faire le deuil d'une pratique et faire le deuil de la relation qu'on a avec cette pratique, ce n'est pas du tout la même chose. Et il y en a un troisième qu'on oublie, c'est qu'il faut également faire le deuil de la séparation d'avec l'objet de son deuil. Et en fait, et c'est là où beaucoup, en réalité, alors déjà oublient ou ne savent pas, hein, simplement, parce que c'est pas quelque chose qui est très répandu, c'est pas une connaissance très répandue. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on reste accroché, lorsqu'on a du mal précisément à faire le deuil, c'est qu'on peut avoir cette difficulté-là, même en ayant été accompagné par des professionnels. Si on n'a pas fait le deuil de la séparation, en fait, on garde toujours des traces dans le corps. Et ces traces peuvent avoir des conséquences relativement dramatiques. Quel est l'intérêt d'utiliser la neuroscience pour se libérer alors de ce deuil? Enfin, pas pour se libérer de ce deuil, puisque le deuil est un processus, Mais pour accomplir ce processus de bout en bout, déjà, déjà. parce que le simple fait que je sache, hein, que je sache, il n'y a que l'approche neuroscientifique qui prenne en compte justement les 3 deuils dont j'ai parlé déjà à la base. Et il n'y a que l'approche neuroscientifique qui va donc au cœur des choses, non pas à la manifestation, mais à l'endroit où les choses se posent. La manifestation d'un problème, c'est voilà, ben, je ne vois plus mon coach, je ne vois plus les gars de l'équipe, je ne vois plus, j'ai plus les entraînements, j'ai plus le même rythme de travail, etc., etc. Ouais, ça c'est une manifestation. Tout Mais à dans fait. le corps, il se passe des choses en vrai. Et c'est là, en fait, qu'il est important d'aller résoudre, en fait, le problème. Un problème ne se pose jamais à l'endroit où il se manifeste. Il ne se manifeste jamais à l'endroit où il se pose. Et se contenter, finalement, de régler le problème à l'endroit où il se manifeste, c'est tourner en rond, c'est perdre du temps. Et en fait, c'est contre-productif. Parce que pour le coup, ce qui risque d'arriver, c'est que le sportif, justement, n'ayant pas la réponse, finalement, parce qu'on sent bien à un moment qu'on tourne en rond, on sent bien, bon, j'ai réglé la manifestation, j'ai réglé l'extérieur des choses, mais je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a un truc qui va toujours pas. Mhm. Et si tu passes des années, en fait, à mettre en place un tas de solutions qui sont censées t'apporter la sérénité, qui sont censées t'apporter la paix, parce que c'est ça, en fait, faire le deuil, hein, qui sont censées t'apporter une neurochimie, justement, agréable, sécuritaire et confortable, or, ça ne le fait toujours pas. Avec le temps, tu risques de développer une certaine lassitude, tu risques de développer un certain sentiment d'impuissance qui, en fait, va créer un cercle traumatique. Un traumatisme, en fait, c'est justement, j'ai un sentiment d'impuissance qui va donc créer chez moi des perturbations dans le corps. Ces perturbations dans le corps, justement, donc toujours de la neurochimie, vont provoquer chez moi un genre d'hypervigilance, c'est-à-dire que je pense qu'à ça, un genre d'obsession. Je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à ça, je ne pense qu'à ça, je ne peux penser qu'à ça. D'accord? Ça va générer justement un certain niveau d'anxiété. L'anxiété, c'est la peur de demain. Aujourd'hui, je vais mal et demain, je risque d'aller mal encore. Donc, je suis anxieux pour demain. Et cette anxiété va provoquer justement une aliénation. C'est pour ça que je suis parti sur l'idée de la personnalité. Le terme aliénation n'est pas trop fort. Ça peut paraître un peu violent. Hein, se dit, attends, le gars est fou, machin, etc. Une aliénation, ce n'est qu'un changement de personnalité, mais c'est un changement non souhaité de personnalité. Le changement C'est ça subi. l'idée. Le changement subi de personnalité. Et cette aliénation va générer encore un sentiment d'impuissance qui va renforcer les perturbations dans le corps. Et du coup, on est dans un cercle traumatique. Faire le deuil, c'est casser ce cercle-là. Finalement, la liberté, et c'est pas toi qui me diras le contraire, la liberté, c'est de pouvoir choisir d'être qui on veut être. Complètement. Choisir, et donc choisir sa réponse émotionnelle. Et donc Choisir choisir ça. sa personnalité. C'est ça C'est ça. l'idée. On en est Choisir toujours là, sa hein. réponse émotionnelle, son humeur, son trait de caractère qui devient Complètement. personnalité. Complètement. Complètement. C'est ça la vraie liberté. La définition neuroscientifique de la liberté, c'est la capacité de choisir sa réponse émotionnelle. C'est la même d'ailleurs définition que
la posture responsable. Je suis responsable de ce qui m'arrive lorsque le dire, le non-dire, l'agir, le non-agir de personnes à l'extérieur de moi, donc les modifications extérieures à moi n'impactent pas mon état interne. Lorsque je ne suis pas en posture de responsabilité, je suis en posture victimaire. Et la fin de la carrière, c'est la modification des choses autour de moi. Si je ne suis plus dans ma carrière, je ne suis plus sur les podiums, je ne suis plus dans les avions, je ne suis plus dans les hôtels, je ne suis plus dans les entraînements, forcément, mon environnement change, le comportement des personnes change autour de moi. Et si, alors, le comportement des journalistes, le comportement des parents, le comportement des fans, le comportement des supporters, etc., le comportement des entraîneurs, de tout ce que tu veux, tout ça, ça change autour de moi, et donc ça va impacter mon état interne. Et là, je suis en posture victimaire. D'accord? Tant que, justement, je n'appréhende pas ce changement de façon saine, en vrai. L'appréhender le changement de façon saine. C'est là tout l'objet même de la démarche de deuil. Appréhender le changement de façon saine. Et je vais même aller plus loin, de façon, je vais dire, même pas résiliente, mais antifragile. C'est-à-dire que ce changement, ce choc, je suis censé pouvoir m'en servir pour me renforcer. Ce dont je ne me sers pas pour grandir, je m'en sers pour souffrir. Les choix, il y a rarement trois choix hein, en neurosciences. On va dans un sens ou dans un autre. C'est un corps humain, c'est assez binaire, c'est 0 ou c'est 1, c'est comme les ordinateurs. Il y a rarement un choix du milieu. Mais du coup, c'est tellement complexe qu'on peut avoir une affinité finalement de comportement. Ce dont je ne me sers pas pour grandir, je m'en sers pour souffrir. C'est l'un ou l'autre. Hein. Je suis en train de dire par là, puisque je parle d'une démarche responsable, que si le sportif se prend en main, il peut justement se servir de la fin de sa carrière pour grandir. Et que s'il ne le fait pas, la fin de sa carrière va le faire souffrir. Je vais vulgariser le propos, mais ça me fait penser à une phrase qui me fait sourire régulièrement qui dit: quand la vie te donne des citrons, fais-en une margarita ou fais-en un mojito. Voilà, donc c'est un peu ce que tu dis. La vie, Complètement. la fin de la carrière, on le sait, arrivera à un moment donné, plus ou moins de façon voulue, volontaire, hein, puisque Mm. soit tu n'as plus de club, soit tu es blessé, soit tu décides, ça a été mon cas, j'ai décidé que c'était le bon moment. Mm. À ce moment où tu te dis, OK, c'est pas facile. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est à ce moment-là que tu changes l'état d'esprit et que les neurosciences peuvent t'aider et accompagner. Clairement, très clairement. Et puisque tu parles d'accompagner, je crois que précisément, l'important, c'est de se faire accompagner. Qu'est-ce qu'on risque à ne pas se faire accompagner? On est en train de dire qu'il y a une particularité dans le deuil du sportif de haut niveau, c'est qu'on ne fait pas le deuil d'une personne ou d'une entité extérieure, on fait le deuil d'une entité interne. Faire le deuil de son chat, le chat, il est à l'extérieur de moi. Mais qui je suis, c'est moi. Ma personnalité de sportif de haut niveau, c'est à l'intérieur de moi. Donc, faire le deuil d'une personnalité à l'interne, le faire seul, j'y crois pas du tout. Perso, j'y crois pas. J'ai vu personne y arriver. Hein. Après, je ne dis pas que c'est pas possible. Hein. Je dis que c'est compliqué. À moins de partir dans des pratiques, je sais pas, de devenir un yogi, Chamanique. je ne sais pas quoi, ou des choses comme ça. Mais je crois que le plus simple, c'est de se faire accompagner, très clairement. Et ce qu'on risque finalement, ben, c'est le trauma. Parce que le cercle traumatique dont j'ai parlé là, en vrai, les choses ne se stabilisent pas. Les choses s'aggravent ou elles s'améliorent. Mais la stabilité, je ne définis pas la stabilité hein, en matière de neurosciences. Je définis quelque chose qui ou s'améliore ou s'aggrave. Ça peut s'améliorer très vite ou très lentement. Ça peut s'aggraver très vite ou très lentement, si bien qu'on a l'impression que les choses sont stabilisées, mais je ne crois pas du tout en la stabilité. D'un corps humain, c'est pas fait pour ça. On parle de neurosciences et dans le mot neurosciences, il y a science. On a l'impression que c'est un fait établi, même si tu as, depuis le début de cette conversation, expliqué à quel point la neuroscience n'était pas un fait établi, mais un fait adaptable à chaque individu et à chaque situation. Est-ce qu'il existe un processus défini? Alors, je vais aller sur le sportif de haut niveau, mais est-ce qu'il existe une théorie, un processus qu'il est possible d'adapter à tout le monde pour faire son deuil? Heureusement que non. Heureusement que non, parce que les êtres humains ne sont pas des robots. Un humain n'est pas duplicable, malgré les progrès de la science, du transhumanisme ou de l'eugénisme ou je ne sais pas quoi. Un être humain n'est pas duplicable et n'est pas clonable, en tout cas. Et justement,
Dans la mesure où faire un deuil, ça touche forcément à sa singularité, à son unicité, il peut exister des principes, j'ai envie de dire. Mais une méthode qui permettrait d'accompagner tous les êtres humains, je ne crois pas en l'universalité. Je veux dire, je suis scientifique, je ne peux pas croire en l'universalité parce que la nature est beaucoup trop riche, beaucoup trop diversifiée, beaucoup trop grande, énorme, la nature de l'ordre du tout, pour qu'il existe une méthode qui soit universelle. Je veux dire, c'est compliqué. Et comment est-ce que tu peux adapter une méthode à un Japonais et la même méthode à Un entier. un Mexicain ou un Antillais? Comment tu fais ça? Parce que déjà, le marketing, lui, on parle, en matière de marketing, on parle de marketing transculturel. Donc, je ne vois pas pourquoi la science échapperait à l'impact justement culturel. C'est juste impressionnant. Déjà, et là je parle encore de groupe, mais encore une fois, dans un groupe, il y a des individualités et des individus. Pire encore pour le sportif de haut niveau, qu'il soit dans un sport collectif ou dans un sport individuel. L'idée, c'est que il va façonner ça tu pourras mieux en parler que moi, mais il va se façonner justement son identité de sportif jour après jour. Et c'est sa propre création à travers son travail, à travers ses résultats, à travers ses performances. C'est sa propre création, le propre façonnage de lui-même qu'il va devoir abandonner. Donc, je pense que la méthode universelle serait contre-productive, très Ok. clairement. Comment on sait alors que ce qu'on a entrepris nous réussit? On ne sait pas comment on réussit, on le sent. Comment est-ce qu'on choisit un praticien? Tu sais, à l'époque, je me faisais appeler le coach intuitif parce que j'avais développé justement l'intuition comme étant mon outil principal. Lorsque je parle d'intuition, je parle d'une science, hein, parce que l'intuition est une science. Le vrai nom de cette science, c'est la neurocardiologie. Qui est une nouvelle science, hein. Je crois qu'elle existe depuis une quarantaine d'années, la neurocardio. Je pense que non, ça fait même pas tout ça. La neurocardiologie date d'une découverte qui a été faite par le professeur Elizabeth Blackburn en 1992. Ouais, tu vois. Donc je pensais que c'était une quarantaine d'années, c'est encore plus récent que ça, parce qu'on a Ouais, c'est plus récent. découvert C'est très, très, très récent. qu'il y avait des neurones dans le Oui, cœur, et d'ailleurs, c'est pas le seul endroit dans le corps où il y a des neurones. 40 000. quarantaine de milliers de neurones sur le cœur, qui sont des neurones sensoriels qui peuvent capter l'information, traiter l'information et même se souvenir indépendamment du cerveau crânien. D'accord? Donc, finalement, une Indépendamment. émotion, C'est c'est une important de perception dire cardiaque. indépendamment parce que c'était une révolution quand ça a été découvert. Alors, ce point est très important parce qu'en fait, il concerne directement le sportif et le deuil de sa carrière. Beaucoup pensent que le cerveau dirige le corps. Il y a encore des gens qui pensent ça, hein. Il y a une certaine hype autour des neurosciences et on a érigé, si tu veux, le cerveau en tout puissant. Le cerveau ne dirige pas le corps. C'est le corps qui dirige le cerveau. Comment on le sait? Imagine que tu aies une dizaine d'autoroutes, tu as une autoroute à 10 voies entre le cerveau et le corps, et même particulièrement le cœur. Sur ces 10 voies, il y a 10 voies d'information qui montent il y a 9 voies d'information qui montent vers le cerveau. Il n'y en a qu'une seule qui descend. Et Exactement. donc, et donc, c'est le corps qui envoie des informations au cerveau pour que le cerveau organise finalement la survie du corps. Le cerveau n'a que n'a que cet objectif-là. Et tu penses bien que lorsque tu passes tes journées à t'entraîner, à préparer les compètes, entre ton kiné, entre ton entraîneur, ton préparateur mental, et que tout d'un coup, en fait, ton corps, tu le sollicites totalement différemment. Les informations qui sont envoyées au cerveau ne sont plus du tout les mêmes. Et c'est là où il y a une période de déphasage. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'un sportif de haut niveau doit se faire accompagner individuellement par un praticien qui est effectivement sensibilisé aux neurosciences, mais qui justement va lui appliquer une méthode, si tu veux, qui lui sera personnelle, Soit propre. qui lui soit totalement propre et même unique. Tu sais, quelquefois, quand je revois les consultations que je fais dans une journée, je me retrouve à dire à un patient quelque chose. Une heure après, je dis exactement le contraire à un autre patient. Parce que c'est pas la même personne. C'est pas le même contexte.
C'est pas, enfin voilà, on est Pour dans un une même école différente. résultat, on est d'accord, pour un même Pour résultat, absolument un même résultat. pour un Et même pour résultat, mais ce que je dis, absolument la même problématique. parce que quand on Complètement. court, on va voir un sprinter passer, on va lui dire monte les genoux, et puis le suivant, on va lui dire baisse les genoux, parce que il y en a un qui monte trop haut, et puis l'autre monte trop bas, enfin pas assez haut, Complètement. que forcément l'objectif est le même, le moyen d'y Complètement. arriver n'est pas le même. Et ça, j'insiste là-dessus. L'accompagnement du deuil du sport de haut niveau se doit d'être, je vais employer un gros mot, holistique. Donc, c'est psychologique, c'est émotionnel, mais c'est également neurologique. C'est sensoriel. Faut mettre la main dedans. Comme je dis, dans la viande. Il faut entrer dans la viande. Il faut vraiment mettre la main dedans. Et dans la viande, je reste sur la métaphore bouchère. Tu sais, quand tu vas chez le boucher, tu vois effectivement des beaux quartiers de bœuf, par exemple. Et tu vois, en fait, autour de la partie rouge du muscle, tu vois effectivement un genre de filament, de membrane d'ailleurs, blanche. C'est une Les membrane, êtres humains, ils ont ça aussi. Ça s'appelle des fascias. tout à fait. D'accord? Les fascias sont des tissus conjonctifs qui sont extrêmement importants parce qu'ils sont tous reliés dans le corps. Si tu veux, c'est un sac qui enveloppe chacun des organes, des même des articulations, hein, du corps. Et en fait, les fascias sont un réseau de sacs qui sont reliés par un réseau de cordes, si bien qu'ils sont tous reliés entre eux. Si tu as mal au pied, peut-être que le problème est dans ton épaule. Quand on est blessé, on parle tous avec un kiné, on parle tous avec un ostéo, et voilà, on a des choses que l'on utilise essentiellement son pied quand on fait du saut, quand on fait du football, qu'on utilise essentiellement ses bras quand on fait du tennis ou que sais-je encore. Forcément, la blessure nous emmène justement à voir que le corps, justement, est un système de systèmes. Donc, lorsque je vais arrêter de solliciter ce corps comme je le sollicite, parce qu'en réalité, la carrière de sport de haut niveau, c'est une pure sollicitation du corps, on est d'accord. C'est Mais lorsque j'arrête de le faire, lorsque je vais arrêter justement cette sollicitation, je vais devoir adapter justement ma sollicitation du corps. Je vais devoir l'adapter parce que je vais devoir le sécuriser. Ce qu'il faut voir, c'est que l'inconnu, en vrai, par défaut, fait peur au système nerveux. Je prends un exemple tout simple. Tu es vivante aujourd'hui, d'accord? Tu as un cerveau, moi aussi, et en fait, le cerveau est une machine homéostatique. Tu as parlé d'homéostasie tout à l'heure. Comment est-ce que ton cerveau peut être assuré que tu es vivante aujourd'hui? S'il fait exactement comme il a fait hier, parce que hier, tu étais vivante. Maintenant, ton cerveau qui a une seule mission, une seule, j'insiste, hein, une seule mission. Il faut bien que les auditeurs retiennent ça. Le cerveau a une seule mission, pas deux. Une seule mission, la survie biologique. évidemment, la survie. Mais si je veux assurer la survie biologique demain, comment je fais? Ben, je fais comme aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, je suis vivant. Et c'est pour ça qu'on OK? devient anxieux, on a peur du lendemain, parce qu'il faut surtout rien changer. Absolument. Il ne faut pas. Sauf que tout va changer. Justement, avec la fin de la carrière, tout va changer. Le corps va changer, les émotions vont changer, le tempérament va changer, la personnalité va changer, et donc l'interaction avec l'extérieur va changer, ma place dans la société va changer, enfin, tout va changer. Et c'est pour ça que l'accompagnement du deuil du haut niveau est un accompagnement spécifique, parce que le deuil du haut niveau est encore une fois le deuil d'entité interne et non pas d'entité externe à soi. Bon, pour revenir sur l'accompagnement, qui peut ou qui doit accompagner spécifiquement, hein, parce que tu m'as dit que c'était une entité à part, le sportif de haut niveau. Alors, qui est le mieux placé finalement pour l'aider à traverser ce processus de deuil? Dans l'idéal, un ancien sportif. Alors, il y a deux choses. Puisqu'il s'agit de faire le deuil d'une personnalité, il vaut mieux être accompagné par quelqu'un qui a connu les réalités en interne de cette personnalité-là. D'accord? Les approches qui sont des approches justement Pardon, mais peut-être trop... qu'est-ce qu'on risque à ne pas le faire finalement, si je vais voir la dame d'en face? Alors, la dame d'en face ne sait pas ce que c'est que d'habiter une personnalité, de devoir abandonner cette personnalité-là. Parce qu'encore une fois, et on vient de le dire, on fait le deuil d'une entité interne. Et le deuil d'une entité interne sera nettement mieux perçu et vécu par quelqu'un qui, lui, a fait le deuil de cette entité interne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que lorsque tu as connu la carrière, surtout s'il y a eu exposition médiatique, il y a eu c'est une représentativité sociale. On est d'accord. On défend un maillot, on défend un drapeau, ok? Donc on est un peu un fer de lance, si tu veux, de la société. Et du coup, faire le deuil de ça, c'est vivre quelque chose qui est
tellement particulier Et tellement qu'en fort. réalité, Tu savais. est très fort. Mais ça, c'est extrêmement important. Tu sais, c'est comme parler parentalité avec des personnes qui n'ont pas d'enfants. Exactement. C'est- Tenter d'expliquer à un aveugle ce qu'on voit. Il aura sa conception de la pomme, Mais c'est mais clair, il n'aura c'est clairement clair, pas une vision et pas c'est la clair. même. Et le problème, c'est que si le sportif ne se sent pas compris, en vrai, il risque justement de se désengager. C'est-à-dire qu'un accompagnement doit se faire dans une ambiance de sécurité. Et je parle d'un sentiment de sécurité, de confort, de confiance. Je parle encore une fois biologiquement, c'est-à-dire de tissu conjonctif à tissu conjonctif. Il faut vraiment que l'accompagné se sente confiant, compris et sécure. Et pour ça, les erreurs, les incompréhensions qui pourraient être faites par des personnes qui n'ont pas connu justement la carrière, le sport de haut niveau et qui n'ont pas connu le deuil du sport de haut niveau, ces erreurs-là pourraient être préjudiciables et surtout contre-productives. Donc, dans l'idéal, la personne qui serait le mieux placée aurait ce profil d'avoir vécu, d'avoir parcouru ce chemin-là, d'accord? Ou encore être en train de le parcourir. En plus de cette expérience, l'idée, c'est effectivement d'avoir une certaine science. C'est toujours mieux d'accompagner, quel que soit le domaine, par expérience et par science. D'accord? Et encore une fois, hein, je pense que la meilleure métaphore, c'est la métaphore de la parentalité. Euh, Si je dois accompagner quelqu'un, par exemple, qui a perdu un enfant, l'accompagnement sera de toute façon meilleur par un professionnel qui, lui, a perdu un enfant. Parce que tous les professionnels peuvent avoir la science, mais quand tu mets l'expérience et la science, tu as quelque chose que tu ne peux pas avoir sans l'expérience. L'expérience, rien d'autre ne te la donne que l'expérience. Je Et dis très souvent l'expérience donne on peut payer l'expérience, mais on ne peut pas l'acheter. Et jamais. d'ailleurs, quand on regarde toutes les annonces, Bac plus 5, OK, mais Mm. si l'expérience n'était pas importante, il ne rajouterait pas 2 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Très clairement. Parce que Très clairement. l'expérience, je le répète, ne s'achète pas, elle se paye, se monnaie. Elle se vit. Et ça, c'est très, très important. Je crois qu'effectivement, alors, le deuil en général, c'est quelque chose de particulier. C'est l'une de mes premières spécialités hein, du début de ma carrière. C'était il y a un quart de siècle déjà, mais il faut pas le dire trop fort. Je pense que, tu sais, des personnes qui vivent ce genre de choses, si simplement elles peuvent être entendues. Mais va comprendre. J'ai aussi beaucoup travaillé, tu sais, avec des artistes. Quand tu as connu la scène, quand tu as été mitraillé par 5, 10, 30 000 perdus en face de toi, concrètement, tu vis quelque chose que quelqu'un qui n'a pas vécu ça, qui s'est pas retrouvé devant 30 000 perdus, ne peut pas appréhender. Clairement. Alors, je n'ai pas eu la chance de faire les Jeux Olympiques, mais pour en avoir discuté, j'ai fait championnat du monde, pas les Jeux, pour en avoir discuté avec tous ceux qui ont fait les Jeux Olympiques, il y a une espèce de redescente après les Jeux. Hum, Donc, imagine quand tu es un artiste, que tu as fait une tournée, là, comme Beyoncé hum, peut faire, comme Rihanna peut faire, tu as hum, des combien de fans capables de payer des centaines, milliers d'euros pour te voir, faire des fois hum. plusieurs dates dans différents pays pour te voir, tu reçois tout cet amour et puis qu'un jour tu rentres. Alors Beyoncé doit être beaucoup moins seule que moi, mais quand elle rentre chez elle et qu'elle ferme la porte, mon Dieu que ça doit être vide, hein. En vrai, tu vois, ça correspond, si je reprends l'aspect purement neurochimique, tu sais, la décharge dopaminergique, et je veux bien croire qu'effectivement, les Jeux Olympiques, des championnats du monde, de la Coupe du Monde, par exemple, un truc, par exemple, pour ceux qui font du foot, c'est Énormissime. un temps qui est énorme, en fait. C'est un temps qui est énorme. Et en réalité, tu vois, ce paroxysme, en fait, neurochimique, qui dure toute cette période, jusqu'à la finale. Alors, pire encore si on la remporte, cette coupe, si on la remporte, cette médaille d'or, en vrai. Donc, il va se passer ce qui se passe chez les autres addicts, c'est-à-dire qu'effectivement, et d'ailleurs on appelle ça une descente. Ouais, c'est ça. Les jeunes appellent ça un bad trip, mais c'est bien une descente. Pourquoi? Parce qu'il y a une descente, une baisse des niveaux justement de certains neurotransmetteurs et de certaines hormones qui vont justement provoquer un bad mood en vrai. Ouais, tout Et à il fait. s'agit en fait exactement de la même chose. Et effectivement, c'est pour ça que c'est important d'être écouté par quelqu'un qui a vécu ça. Parce que quelqu'un un kidam, ma voisine d'en face ou ma concierge, qu'est-ce qu'elle voit? Elle me voit à la télé
Alors, pas sur une scène, mais sur un podium. J'ai une médaille d'argent, j'ai une médaille d'or, j'ai une médaille de bronze. Donc, elle me dit, waouh, et ok. Elle ne, comment est-ce que tu peux lui faire comprendre que tu rentres chez toi et que tu te sens pas super bien? Tu viens de remporter la coupe. Tu portes le drapeau, tout le monde scande ton nom, c'est pour peu que tu sois, je sais pas, que tu sois footballeur ou je ne sais pas quoi, ou ton sport est le sport national, et tu rentres chez toi et tu viens me dire que tu te sens mal? Mais non, mais ça va aller. Ah, mais c'est Mais non, précisément ce que j'ai entendu de ma vie. Tu penses bien, quand c'est la pire des choses. j'ai commencé à travailler à la télé, parce que c'est la télé, tu sais, la télé, c'est que Mhm. forcément c'est génial si tu travailles à la Mais télé. oui, Les premières choses que j'ai entendues, et quand j'ai tenté de dire, parce que j'ai essayé de dire à demi-mot que j'allais pas très bien, mais non, mais une fille comme toi, forte comme toi, en plus, tu sais, je bien mesure sûr. 83, je Mm. suis pas la plus fluette des femmes, donc, mais tu es forte, tu es costaud, en me tapant sur l'épaule, tu vois le genre. Ils ne peuvent pas l'entendre, ils ne peuvent pas le considérer, en vrai. Je dirais Ça fait un même que bug, hein, ça bouge leur presque système de croyance complètement. que d'essayer de comprendre, parce que le sportif de haut niveau est tellement vu comme un surhumain, quelqu'un qui rien n'est impossible. Si toi, tu gagnes pas, ça veut dire que C'est moi clair. aussi, ça veut dire que moi qui suis plus faible que toi, entre guillemets, si toi tu vacilles et tu doutes, mais alors qu'est-ce que moi je dois faire? J'ai énormément insisté pour qu'effectivement, d'ailleurs, ça fait un moment hein, que j'insiste pour que tu fasses ce projet-là, parce que j'avais bien compris, et on en avait déjà parlé il y a une demi-douzaine d'années devant le Stade de France Tout à fait. sur cette vidéo qui existe encore sur YouTube, comme quoi le projet est important, parce qu'encore une fois, il est important que quelqu'un qui accompagne un sportif de haut niveau l'ait été lui aussi. Pour moi, c'est important. Ne serait-ce que pour la qualité thérapeutique de l'accompagnement. Je ne vois pas comment quelqu'un qui n'a pas été sportif de haut niveau pourra avoir cette qualité, cette pertinence, cette écoute, cette phase avec quelqu'un qui a connu les championnats, les médailles, les entraînements, les défaites, et justement l'extinction des lumières, l'extinction des feux. Donc, c'est tout l'intérêt de ce podcast, premièrement, déjà pour tous ceux qui ont envie de se sentir compris. Je le fais dans le même sens où j'avais lu le livre il s'appelle Romain Ménil, qui est un ancien PRTiste, qui avait écrit un livre qui s'appelle Ma vérité toute nue. Je me souviens que j'étais en vacances à Bali, ça devait être en 2010, j'étais en vacances à Bali. Il mettait en mots, en écriture, quelque chose que je ressentais alors que j'avais l'impression d'être toute seule à le ressentir. Donc ce podcast est fait dans le même esprit. Vous n'êtes pas tout seul. Je suis passée par là. Vu les messages que je reçois, nous ne sommes pas que deux, nous sommes un certain nombre de personnes à être passées par là. Et si vous avez envie d'en discuter, avec grand plaisir, hein, vous pouvez me contacter, qu'on en discute. Si vous avez envie d'être accompagné, eh bien, j'ai créé justement cet accompagnement-là pour vous parce que je me suis rendu compte à quel point moi j'en ai eu besoin, à quel point j'étais seule et à quel point j'avais besoin d'être comprise et entendue par des gens qui vivaient la même chose que moi. Eh bien, nous arrivons au terme de ce podcast. Merci de nous avoir suivis. Les neurosciences, qui est l'intérêt pour les sportifs de haut niveau en retraite. Nous étions en compagnie du formateur en neurosciences appliquées, Roméo Cournal.